Madame, Monsieur, bonsoir. L'actualité de ce lundi dominée par le procès de Marc Dutroux qui s'est ouvert ce matin à Arlon en Belgique. L'homme qui risque aujourd'hui la prison à vie s'est endormi tout à l'heure devant ses juges. Hier soir, dans une interview, il a relancé la thèse du réseau pédophile. En Haïti, au lendemain de la fuite du président Aristide, plusieurs centaines de soldats américains et français sont arrivés à Port-au-Prince pour stabiliser le pays. Tout à l'heure, le chef des rebelles est entré triomphalement dans la capitale. Le permis de conduire probatoire est en vigueur depuis ce matin. Il ne compte que 6 points au lieu de 12. Les jeunes conducteurs doivent faire leurs preuves pendant 3 ans. C'est une première. La justice désigne l'État comme responsable du non-remplacement des professeurs absents. Le tribunal de Versailles le condamne à verser des indemnités aux parents d'élèves. Toujours plus loin, une équipe franco-suisse vient de découvrir la galaxie la plus éloignée jamais observée dans l'univers. Le procès de Marc Dutroux, tant attendu par la Belgique, s'est donc ouvert ce matin dans la petite ville d'Arlon, au sud-est du pays. Celui qu'on surnomme le monstre de Charleroi risque l'emprisonnement à vie pour le meurtre de 4 fillettes et l'enlèvement de 2 autres. Il se retrouve aujourd'hui face à ses juges, aux côtés de 3 personnes soupçonnées d'être ses complices. Et tout à l'heure, l'homme le plus haï de Belgique s'est assoupi en pleine audience. Dominique Verdeillan, José Boulestex. Des dizaines de flashs se reflètent sur la vitre du box blindé. Ils sont là tous les 4, ceux que la Belgique attend de juger depuis 8 ans. Mais Marc Dutroux soigne son image, il ne veut pas être filmé. Pour nous, il ne sera donc qu'une silhouette, une ombre. À ses côtés, son épouse Michèle Martin, son complice de toujours, souriant, Michel Lelièvre, et Michel Nioul, l'homme qui dans le box incarne la thèse du réseau. Bouleversés, prêts à tout revivre, les parents d'Anne et d'Effieux, les 2 dernières victimes à avoir été découvertes mortes en septembre 1996. Et le face-à-face est insupportable, car dans le box, Marc Dutroux est avachi, la tête entre les bras. Le président de la cour d'assises le rappelle à l'ordre, Dutroux fait mine de se redresser. Mais pour la mère d'Anne, l'attitude de l'accusé est insultante. Je ne crois pas que c'est une place pour dormir. Hein. Si on veut dormir, il faut aller dans son lit. Oui, et ça m'énerve. Peut-être parce qu'il a mal dormi cette nuit, rongé par le remords. C'est une hypothèse à laquelle je ne crois pas. Ou bien, plus simplement, il a voulu montrer le mépris qu'il avait pour la justice en général et ses victimes en particulier. À la reprise de l'audience, Marc Dutroux semble carrément s'être endormi, ce qui trouble nullement cette fois la cour. Et Marc Dutroux n'est pas à une provocation près. Lors du très bref interrogatoire de personnalité, il a été le seul à ne pas se lever pour décliner son identité. La Belgique attend beaucoup de ce procès. Elle attend surtout de savoir si Marc Dutroux agit seul ou faisait partie d'un réseau pédophile comme il le laisse entendre. On comprend alors qu'un imposant dispositif de sécurité entoure le palais de justice. Une première journée sous pression. Yasmina Farber, Caroline Gauthier, Mathieu Berden. Un seul fourgon pour 3 accusés qui se retrouvent côte à côte. Marc Dutroux, Michèle Martin, son ex-épouse, et Michel Lelièvre sont transférés vers la cour d'assises. Il est 7 h du matin, l'heure de vérité, après 7 ans et demi d'attente. Pour juger Marc Dutroux et ses complices, 90 personnes ont été convoquées. Le procès est tellement hors norme que ces jurés potentiels sortent de leurs réserves. Moi j'ai déjà des convictions donc préétablies, donc je pense que je vais être accusé. C'est quoi vos convictions? Pour moi, elle est coupable. Ça demande beaucoup de conscience, on prend beaucoup sur soi et bon, non, sincèrement, je ne me sens pas capable. Pour ces hommes et ces femmes, escortés dans des camions militaires, la pression est forte. Aux abords du palais, des patrouilles omniprésentes, un déferlement de médias du monde entier, tous venus pour savoir si Marc Dutroux avait des révélations sur des réseaux de pédophiles. I think nothing. Il a envie de s'expliquer à ses juges. Oui, il a envie de s'expliquer à ses juges. Il dira ce qu'il voudra quand il l'entendra. Et Marc Dutroux ne s'en prive pas. Dans une lettre adressée dimanche à la presse, il dit pour la première fois que Michel Nioul est la charnière des enlèvements d'enfants. L'ancien expert en immobilier comparaît libre. Escroc notoire, organisateur de parties fines, Michel Nioul connaissait effectivement Dutroux, mais ses avocats vont plaider l'acquittement. Monsieur Dutroux a eu 6 années et demie pour s'expliquer. Venir à la dernière seconde changer ses versions, c'est vraiment pas crédible. Des polémiques entre les accusés qui ne doivent pas faire oublier les 6 victimes, 2 rescapés et 4 enfants et jeunes filles décédées. Les parents de Julie et Mélissa, 8 ans, boycottent ce procès. Ceux d'Anne et Effieux veulent suivre les débats
et faire partager leurs impressions. Je ne crois pas qu'on va trouver encore toute la vérité dans quelques mois. Pas du tout. Mais j'espère qu'on va trouver quelques vérités. Les 4 accusés ne se sont pas encore exprimés à l'audience. Leurs premières déclarations officielles, cette fois, sont attendues mercredi. Alors Dominique Verdeillan est avec nous en direct d'Arlon. Est-ce qu'on peut dire que cette première journée a donné finalement le ton de ce procès qui s'étalera au moins sur 2 mois ? Y a-t-il une stratégie du trou? À la fois, l'accusé apparaît comme un homme ordinaire qui s'efface jusqu'à disparaître dans le box. Physiquement, il a changé. Il n'a plus sa barbe, il a tout juste une moustache. Et dans le même temps, il crée un climat de tension à l'audience. On le regarde constamment parce qu'on se dit qu'à tout moment, il peut arriver quelque chose. Et cette lourdeur, cette menace, elle existe également dans le fond du dossier. Marc Dutroux, Michel Nioul, réseau par réseau, c'est l'enjeu fondamental de ce procès. Certains pensent ici que les 2 mois d'audience vont déboucher sur un verdict connu d'avance. La mission des magistrats de la Cour d'assises est donc simple, lever les zones d'ombre dans l'affaire. Merci beaucoup Dominique. L'autre grand titre à l'étranger, c'est bien sûr la situation en Haïti. Au lendemain de la démission forcée du président Aristide, Paris et Washington se retrouvent sur la même longueur d'onde pour tenter de stabiliser ce pays. Plusieurs centaines de soldats français et de Marines sont arrivés à Port-au-Prince. Ils constituent la tête de pont de la force de paix internationale. Reportage de nos envoyés spéciaux Bertrand Coq, Gilles Jacquier. Le jour se lève à peine lorsque les transals en provenance de Martinique se posent sur l'aéroport de Port-au-Prince. Les premiers éléments du bataillon d'infanterie de marine débarquent sous l'œil des Marines américains qui les avaient précédés de quelques heures. L'opération, baptisée Carbet, est dirigée par un colonel. Ma mission est très simple, c'est les ordres que j'ai reçus, c'est sécuriser l'ambassade et les personnels de l'ambassade de France, bien entendu, la résidence de l'ambassadeur. Et puis, si c'est nécessaire, la sécurité des ressortissants français. Le temps d'embarquer dans un bus de ramassage scolaire, les soldats français gagnent le centre-ville. Précédés de commandos de la gendarmerie, les Marsouins découvrent une capitale hier encore livrée au pillage. Un tronc d'arbre, un reste de barrage. Les gens on les résignés, ils nous regardent, ils se demandent qui on est. Calme, luxe et propreté. C'est la résidence de l'ambassadeur de France. Une partie des Marsouins y seront cantonnés. Les hommes s'accommodent déjà. Comme tous les soldats, ils ont le verbe rare. S'attendait à pire. En ville, où le calme est revenu, c'est jour de fête. Les étudiants sont les premiers à manifester. Ces dernières semaines, ils s'étaient souvent opposés aux milices d'Aristide. Aujourd'hui, la rue leur appartient. Et non, la guerre civile, ils n'y croient pas. Uniforme gris, ce sont les CIMO, les unités spéciales de la police. Prenant acte du changement de régime, elles font depuis hier la chasse aux pillards. N'hésitant pas à tirer à vue. Oui, un peu de pillage là, ça c'est pas bon, ça c'est pas légal. Pas légal, la rapine pratiquée par les gueux. Mais que dire de ces hommes que la bourgeoisie des hauteurs accueille en libérateurs? Ce sont les rebelles du Nord. Leur légitimité, ils l'ont acquise par la force. Voici Louis Chamblin, l'un de leurs chefs. Monsieur Aristide est parti, vous déposez les armes ou pas? Je crois ça. Mais le plus médiatique est sans conteste l'ancien commissaire de police Guy Philippe, 36 ans depuis hier, et le triomphe modeste. On aimerait remercier le peuple américain, le peuple français, les présidents des États-Unis et de la France pour l'aide accordée à la République d'Haïti. Tandis que l'après Aristide se prépare en coulisses, une partie du peuple haïtien ne boude pas son plaisir. La foule devant le palais réclame un nouveau carnaval. Mais c'est une drôle de libération, car ce sont pour l'instant des soldats américains qui gardent la présidence, ce qui dit à quel point l'intérim est sous haute surveillance. Bertrand Coq est avec nous en direct de Port-au-Prince. Bertrand, aujourd'hui encore, il y a beaucoup de scénarios autour de la façon dont s'est déroulée réellement la démission du président Aristide hier matin. Oui, en effet, Carole. Figurez-vous que selon un ami américain de Jean-Bertrand Aristide, l'ancien président aurait carrément été enlevé
hier matin à son domicile par une vingtaine de soldats américains qui auraient d'abord vérifié qu'il avait bien signé sa lettre de démission avant de le flanquer dans un avion. La villa d'Aristide a d'ailleurs été pillée dans les heures qui ont suivi. Mais quelles que soient les circonstances, avouez qu'il n'est pas banal qu'un président élu démocratiquement, même s'il était devenu infréquentable et impopulaire, soit ainsi déposé par la communauté internationale. À la limite, on pourrait parler de coup d'État diplomatique. Alors la France y a participé en réclamant la première la démission d'Aristide, mais ce sont les Américains qui ont terminé le boulot. On dit même que la DEA, vous savez, l'administration antidrogue américaine, aurait présenté à Aristide son propre dossier pour le convaincre que pour lui la fête était finie. Pour bien comprendre, il faut savoir que toujours selon la DEA, quelques 20% de la drogue qui arrive de la Colombie et qui entre aux États-Unis transite par Haïti. Et les Américains, comme les Français du reste, auraient la preuve qu'Aristide recevait sa dîme, touchait en quelque sorte un droit de passage sur chacune des cargaisons. Oui, et Bertrand, j'ajoute, à l'instant, on venait de recevoir une dépêche AFP qui nous dit que la Maison-Blanche nie cette thèse de l'enlèvement par les Américains. Oui, bien entendu, rien d'étonnant, mais cela dit, les Américains sont partout, vous l'avez vu dans les images, ce sont eux qui occupent aujourd'hui le palais présidentiel, l'intérim est placé sous surveillance américaine, même si les Français sont là aussi. Merci beaucoup pour cet éclairage, merci Bertrand. On a appris dans la journée que George Bush devrait effectivement assister aux cérémonies du 60e anniversaire du débarquement allié en Normandie. Ce sera le 6 juin prochain. Un revers important pour le chancelier Gerhard Schröder. Son parti enregistre un score désastreux aux élections régionales à Hambourg, dans le nord du pays. Le SPD n'a récolté que 30,5% des voix, 6 points de moins qu'il y a 3 ans. Et c'est le parti principal de l'opposition, la CDU, qui remporte la majorité absolue au Conseil grâce à 47,2% des voix. Et pourtant, Hambourg est traditionnellement un fief du SPD. Le permis de conduire à vie, c'est fini. Le permis probatoire est entré en vigueur ce matin. Gilles de Robien, le ministre des Transports, en a remis un premier exemplaire à un tout jeune conducteur des Yvelines qui ne comprenait pas trop ce qui lui arrivait. Vous le savez, cette réforme est une des mesures clés du gouvernement en matière de lutte contre l'insécurité routière. Alors à partir d'aujourd'hui, tout conducteur qui réussit son examen n'obtient que 6 points. Il doit attendre 3 ans et prouver sa bonne conduite pour bénéficier des 6 points supplémentaires. Les premières réactions recueillies par Laurent Di et Michael Cario. Première vraie leçon aujourd'hui pour Sandy Hénin. Bon, elle est là-bas à gauche. Hein. Pour elle, 23 heures de conduite devraient suffire. D'ici un mois ou deux, elle pourra se présenter à l'examen du permis. Elle passera évidemment la nouvelle version, un permis probatoire à 6 points. Regarde pas trop par terre, regarde bien au bout de ta rue. Elle aurait peut-être pu passer l'ancien en se dépêchant, mais elle a préféré prendre son temps. Ça sert à rien d'accélérer pour avoir les 12 points. Ça sert à rien vraiment. 12 ou 6, bon, ça fait un nombre, ça fait 6 de moins. Mais en réfléchissant, si on essaye de ne pas faire trop de bêtises, de toute façon, je sais pas, on ferait pas exprès. Mais exprès ou pas, en cas de bêtises, les points défileront. En fait, une fois qu'elle aura son permis, Sandy aura encore ses preuves à faire pendant au moins 3 ans. Il n'y a plus de moniteur, il n'y a plus d'inspecteur à côté, donc on se lance dans la vraie conduite. Donc à partir de là, je commence quelque chose, pourquoi j'aurai 12 points? Les premières épreuves pratiques du nouveau permis avaient lieu dès ce matin. Un peu d'attente, un peu de stress, mais pas forcément plus qu'avant, la mesure est plutôt bien acceptée. À partir du moment où quelqu'un perd 6 points en 3 ans, c'est que de toute façon il y a un problème de conduite. Hein. Qu'il y ait 6 points ou 12 points, j'y fais autant ou attention. Donc après, c'est sûr, la moindre erreur, c'est fatal. Un état d'esprit que le nouveau permis aidera peut-être à conserver au volant. Une urgence car en 2002, plus de 1500 jeunes âgés de 18 à 25 ans ont trouvé la mort sur les routes. Alors cette réforme ne concerne pas seulement les nouveaux conducteurs, mais également les automobilistes contraints de repasser leur examen après la perte totale de leurs points, histoire de montrer que le papier rose, ce n'est pas un acquis. Éléonore Gay. Le même document, mais avec 2 fois moins de points qu'un permis définitif. C'est le principe du permis probatoire. Un capital de 6 points au départ. Au bout de 3 ans, il sera porté à 12 points si le conducteur n'a pas commis d'infraction. 2 points en moins n'empêchent pas d'obtenir un permis définitif. En revanche, plusieurs délits sérieux entraînent le retrait de la totalité des 6 points. Une alcoolémie supérieure à 0,5 g, la conduite sous l'emprise de stupéfiants, le délit de fuite ou une récidive de grand excès de vitesse, et c'est le retour à l'auto-école. Mais les jeunes conducteurs ne sont pas les seuls concernés. Toute personne devant repasser son permis après la perte de 12 points basculera également sous le régime du permis probatoire.
Quand le conducteur est titulaire du permis depuis plus de 3 ans, il doit repasser le code. Si le permis a moins de 3 ans, c'est le code et la conduite qu'il faut réussir pour décrocher un permis probatoire. Avant d'en arriver là, une dernière chance de récupérer quelques points, les stages de sensibilisation à la conduite. C'est 230 € en moins dans le portefeuille du conducteur, mais 4 points de plus sur son permis. Journée difficile encore pour les poids lourds dans le sud-ouest. La neige et le verglas ont amené les autorités à fermer pendant quelques heures la frontière franco-espagnole. En milieu de journée, la circulation était rétablie, mais l'affluence des camions a entraîné de forts ralentissements. David Bazier, Bernard Bonarme. Une frontière enneigée, mais une frontière enfin dégagée. Depuis l'après-midi, le péage de Biriatou absorbe ses 500 camions par heure. Des chauffeurs bloqués depuis 4 jours, pressés de dire au revoir. Ah oui, je suis content. Je suis à la maison. La nuit dernière, après quelques heures d'ouverture dimanche, la frontière espagnole s'est soudain refermée. Des chutes abondantes de neige, un accident entre 2 poids lourds et les bouchons se sont reformés. Double surprise puisque nous n'avions pas de neige annoncée en deuxième partie de nuit, puisque la météo annonçait plutôt l'arrivée d'un anticyclone. Et les Espagnols, effectivement, suite à des chutes de neige relativement importantes, ont refermé la frontière. Le jour venu, entre Bayonne et l'Espagne, on ne comptait plus les kilomètres de bouchons et les voies à sécuriser. Les chauffeurs s'impatientent. On a marre parce que les personnes ici, c'est pas peut-être les Basques qu'ils ont fermé, mais je sais pas, en Allemagne, on roule avec 30-20 cm de neige. Il n'y a pas de problème ici, je sais pas pourquoi on roule pas. Incompréhension d'être bloqué alors que la route semble praticable. L'explication réside surtout dans les dénivelés des autoroutes basques, très peu sûrs au moindre flocon. Les contraintes topographiques, le Pays Basque n'est pas un pays qui est très plat, il y a des rampes. Je sais que les autoroutes espagnoles ont des contraintes encore pires que les autoroutes françaises. La pente est plus importante en allant par exemple sur Pampelune, où on passe à 800 mètres de dénivelé à 30 km d'ici. Ce soir, le trafic reprend peu à peu son cours normal, mais la préfecture a maintenu sa cellule de crise en prévision du verglas annoncé. Ce drame la nuit dernière près de Lens dans le Pas-de-Calais, un incendie a ravagé une maison tuant 5 membres d'une même famille. Seul l'aîné des enfants, un adolescent de 15 ans, est parvenu avec l'aide d'un voisin à sortir des flammes. Il est hospitalisé actuellement dans un état critique. Selon le parquet d'Arras, cet incendie est sans aucun doute d'origine accidentelle. La maison était équipée d'un système de chauffage au charbon a priori défectueux. C'est une première. Le tribunal de Versailles estime que l'État est responsable du non-remplacement des professeurs absents. L'État qui a dû indemniser des parents dont les enfants n'avaient pas eu d'enseignants pendant plusieurs semaines. Cette décision pourrait bien faire boule de neige. Nabila Tabouri, Evelyne Goldman. 2 mois de cours de français supprimés, 1 mois de latin en moins et des heures de sciences et vie qui sautent. C'était en 2001 dans ce collège de l'Essonne. Les parents d'élèves n'ont eu aucune explication, aucun mot d'excuse. Excédés, ils ont porté plainte contre l'éducation nationale et ils ont gagné. Le tribunal administratif de Versailles a condamné l'État. Sur le fond, nous acceptons ce jugement. Pourquoi? Parce qu'il faut constater que cette année-là, dans cet établissement-là, nous n'avons pas dispensé les enseignements dus aux élèves. Un jugement qui n'est pas une première, mais qui intervient très rarement. La dernière fois, c'était il y a 16 ans. Maître Éric Landau est l'avocat des familles. Pour lui, de telles procédures risquent de se multiplier. Aujourd'hui, effectivement, à l'heure où on demande aux parents de rendre des comptes, à l'heure où on demande aux parents d'être des auxiliaires de l'enseignement, eh bien, il est intéressant effectivement que l'administration doive faire des efforts de transparence. Condamné, l'État doit aussi indemniser les familles, entre 150 et 450 € en fonction du nombre d'heures supprimées. 2 mois de cours en moins, il s'agit heureusement d'une exception, justifiée ici par des difficultés de recrutement. Mais en moyenne, les collégiens et lycéens ratent 3 semaines de cours par an pour cause de professeurs absents. 11 membres présumés de l'armée révolutionnaire bretonne sont jugés depuis ce matin à Paris. Ils doivent notamment répondre de l'attentat qui avait coûté la vie à une employée d'un McDonald's de Quai-Vert dans les Côtes-d'Armor. C'était en avril 2000. Tous les accusés se disent innocents des faits. Et lors de cette audience, plusieurs dizaines de militants ont rempli la salle qui était placée sous la surveillance d'un important service d'ordre.
En plein salon de l'agriculture, au moment où la profession est confrontée à une crise viticole et laitière, le principal syndicat, la FNSEA, est aujourd'hui dans le collimateur de la justice. 2 enquêtes sont menées actuellement pour faire toute la lumière sur d'éventuels détournements de fonds. De l'argent public n'aurait pas été utilisé pour soutenir comme prévu le monde paysan. Frédéric Cotta, Sébastien Spitzer. Pierre Lucas tombe de haut. Ce céréalier du Sud-Ouest vient de réaliser, lui le militant de la coordination rurale, que pendant de longues années, il a financé la FNSEA. Comment ? Eh bien tout simplement par le biais de plusieurs taxes parafiscales prélevées d'office sur ses ventes de blé. C'est comme si votre employeur, sur votre salaire, faisait un prélèvement pour le syndicat de son choix. Il prélevait par exemple pour la CFDT, alors que votre cœur irait à FO. Sur chaque facture, une somme est prélevée, à l'époque entre 1 franc et 8 francs par tonne de blé. Ces taxes atterrissent dans les caisses d'Unigrain, une banque du monde paysan. Selon la Cour des comptes, entre 92 et 99, Unigrain aurait reversé au moins 3 millions d'euros à la FNSEA. De plus, les salariés d'Unigrain menaient grand train de vie. Les frais généraux, par exemple, à Unigrain, ramenés par salarié, c'était 5, 6, 7 années de revenus d'un agriculteur, par exemple. Donc il y a un train de vie à Unigrain très important. Oui, un train de vie qui n'était pas agricole, mais plutôt parisien, fait quand même avec les financements prélevés sur les agriculteurs. Un homme souriant ce matin au grand rassemblement, la FNSEA. Luc Guyot a incarné pendant 10 ans le syndicat majoritaire. Membre du RPR, puis de l'UMP, il conteste sa mise en examen. Le procès qui est fait aux paysans, pas à moi, mais à mon père, à mes frères et mes sœurs, inacceptable. Et pourtant, une deuxième enquête financière vient alourdir les soupçons. Elle concerne l'ANDA, une association dédiée au développement agricole et qui aurait elle aussi servi à alimenter les caisses de la FNSEA. À l'origine de la procédure, ce rapport de l'IGF, il est accablant. La gestion globale de l'ANDA est remise en cause. L'État est le grand perdant. Ça lève le voile sur un monde parallèle qui a été construit pendant 30 ans par la FNSEA, avec beaucoup d'organismes et d'associations comme ça. Ça a fait des tentacules, ou si vous voulez, la manière dont on prend de l'argent, à chaque fois dans la commission qui décide de l'attribution de l'argent public, ce sont des gens du syndicat, des chambres d'agriculture et des diverses tentacules de la FNSEA qui décident de se donner de l'argent finalement. Voilà. D'après les enquêteurs, c'est l'argent de tous les agriculteurs qui aurait servi en partie à financer le 50e congrès de la FNSEA, un syndicat qui a toujours eu l'oreille des partis de droite. Lorsque l'on affronte le Conseil national de la FNSEA, que l'on est un ministre de gauche, on a parfois le sentiment de se trouver devant le Conseil national du RPR. Un soutien de poids dont Luc Guyot se prévaut toujours. Il négocie actuellement avec l'UMP un siège de député européen. Il bénéficierait alors de l'immunité parlementaire. Le salon de l'agriculture à Paris reste un lieu privilégié de campagne électorale. En prévision des régionales, 3 chefs de parti se sont retrouvés aujourd'hui autour des stands. Pour le PS, François Hollande, pour le Front National, Jean-Marie Le Pen et pour les Verts, Gilles Lemaire. Reportage à Wittenberg, Véronique Saint-Olive. De l'avis des habitués, ils sont 2 à provoquer une telle bousculade lorsqu'ils arpentent les allées du salon. Il y a Jacques Chirac et comme ce matin, il y a Jean-Marie Le Pen. Je suis d'origine paysanne, alors, comme d'ailleurs la plupart des Français de souche. Français de souche, le président du FN affectionne les belles races d'élevage. Il y a 2 ans, en pleine campagne présidentielle, il avait ici essuyé des sifflets. Aujourd'hui, pratiquement rien. Accompagné, tout sourire, de sa fille Marine, il a même pu donner un aperçu de ses talents d'imitateur. Une demi. C'est pour ce câlin. Ici, tout l'art pour les politiques consiste à ne pas se croiser lorsque l'on n'est pas du même bord. Mission accomplie pour François Hollande, premier secrétaire du PS, mais aussi élu de la Corrèze, département à la fois agricole et marqué par l'influence de Jacques Chirac. C'est donc au chef de l'État que François Hollande s'en est pris. Lui-même assez amateur de dégustation, il a dénoncé ce qu'il appelle la gloutonnerie des promesses présidentielles. Il ne suffit pas de venir à un salon de l'agriculteur, de serrer des mains, de consommer force produits pour être forcément respectueux de sa propre parole. Il arrive enfin que les allées du salon servent de cadre à des retrouvailles de la gauche plurielle. Gilles Lemaire, le leader des Verts, n'est pas impopulaire dans le monde paysan comme l'était parfois Dominique Voynet. En fait, il y est plutôt inconnu. Les écologistes prônent une agriculture avant tout respectueuse de l'environnement. À partir de demain, le défilé continue. François Bayrou, Jean-François Copé, Marie-Georges Buffet pour ne citer que. Mais les politiques viennent aussi les années sans élection.
Et que ce soit à Paris ou en province, les politiques ont tous dans la tête le prochain scrutin des régionales dans moins de 15 jours. Ce soir, nous nous arrêtons en Midi-Pyrénées. C'est la plus grande région de France. Elle compte 8 départements. 7 listes s'affrontent au premier tour. Et l'enjeu de ce scrutin, essayer de contrebalancer le poids économique et démographique de la ville de Toulouse. Une radioscopie signée Arnaud Boutet et Yann Moine. En Midi-Pyrénées, on la surnomme l'aspirateur. Toulouse, capitale régionale, compte 10 000 habitants de plus chaque année. Ils viennent de partout, attirés par la ville rose, mais surtout par les couleurs d'Airbus. Chaque avion génère des milliers d'emplois. Avec le futur gros porteur, on prévoit 10 000 embauches supplémentaires. Lorsqu'un nouvel avion décolle, l'immobilier s'envole. Les travailleurs toulousains vivent donc de plus en plus loin, le long des autoroutes. À 40 km, il reste des champs, mais les promoteurs se frottent les mains. En 10 ans, cette petite commune est devenue une cité dortoir. Alors, pour les Verts, la région doit intervenir. Elle doit afficher effectivement une espèce de discrimination positive en faveur des installations d'entreprises dans les villes moyennes qui ne sont pas autour de la ville de Toulouse. C'est Toulouse. À Millau, le viaduc est un joyau, mais il relie Clermont-Ferrand à Béziers. Le candidat UMP veut donc faire du désenclavement sa priorité. Toulouse, l'agglomération toulousaine, c'est un véritable aspirateur à population qui désertifie le milieu rural, qui affaiblit ces villes moyennes. Et l'idée, c'est au contraire de créer un véritable schéma d'aménagement de Midi-Pyrénées. Lorsque la neige s'en mêle, chaque déplacement devient périlleux. À Martiel, ce patron de PME se sent isolé. Lorsqu'une de ses machines tombe en panne, toute l'activité s'arrête. Il suffit qu'on ait un petit malheur sur une machine. Bien souvent, il nous faut une pièce. Cette pièce, on ne l'a pas ici. Donc, il faut aller la chercher à Toulouse, où on va la chercher, où on nous l'envoie. Des fois, c'est 48 heures d'arrêt pour une pièce équivaut aux 3 €. Ce jour-là, il reçoit la visite du président sortant. Bonjour, on vient par un drôle de temps quand même. Entre deux bouchées de Foisse, le menuisier réclame des routes pour ses camions. Le candidat PS répond surtout TER et vend son bilan. Lorsque je suis arrivé à la présidence de la région, il y avait 150 dessertes quotidiennes par le train régional. À la fin de l'année 2004, il y en aura 310. Avec Toulouse, la locomotive, comment éviter une région à 2 vitesses? C'est l'un des enjeux de la campagne. Et nous nous arrêtons un instant sur l'affiche d'un candidat lillois au cantonal. Une affiche au slogan choc. En mars, je vote communiste et je t'emmerde. Fin de citation. Une façon pour le moins imagée d'inciter les électeurs à voter pour le Parti communiste. Elle a été imprimée à 1000 exemplaires et paraît-il s'arrache comme des petits pains dans les cercles militants. Et c'est dans ce contexte de campagne électorale qu'une quarantaine d'associations, de syndicats et d'artistes ont choisi d'organiser une manifestation contre la politique du gouvernement Raffarin. L'action a débuté tout à l'heure par une manifestation rassemblant 1 millier de personnes. Elle a été suivie par un concert au Zénith, le mot d'ordre avis de chaos social. Dans les stations de sport d'hiver, les professionnels du tourisme se frottent déjà les mains. Ils ont enregistré une fréquentation record durant ces vacances de février, grâce notamment à une neige tombée en abondance. Mais ce bon résultat ne redonne pas le sourire aux saisonniers. Problème de précarité, de salaire et de logement. La grogne est bien là. Maud Nino, Frédéric Cerulli. Travailler au grand air le temps d'une saison, Vercha est serveuse pour 4 mois dans une station des Alpes-Maritimes. Embauchée sur place, elle s'est d'abord retrouvée ici sans logement, tout comme Julien Aubard, 21 ans, et Mathieu, 28 ans, à la plonge. Appartement déjà loué, trop cher, ils ont mis fin à la galère en acceptant de cohabiter. Résultat, ils ont vécu jusqu'à 5 dans un appartement de 27 mètres carrés. Bon je vais vous montrer ma chambre en fait. Voilà, c'est là que je dors, tous les soirs, tous les matins. C'est un peu restreint, mais ça va, c'est la saison. Étant donné que je dors dans le salon avec mon colocataire Julien, je suis obligée de venir dans la salle de bain pour téléphoner ou même pour avoir un moment où je peux souffler, quoi. Retrouver chaque soir les collègues de la journée pour un loyer global de 850 € par mois, c'est presque 2 fois plus cher qu'à Paris. Le salaire, lui, ne suit pas, 1200 € en moyenne, avec pour certains des difficultés à se faire payer les heures supplémentaires ou les jours de repos. Alors pour motiver cette main-d'œuvre essentielle, certaines stations s'occupent elles-mêmes de l'hébergement. On possède des appartements dans lesquels on loge bien sûr nos saisonniers, mais en plus on loue pour nos saisonniers des appartements
car les propriétaires préfèrent louer aux touristes. Alors seule solution, construire des appartements réservés aux saisonniers. Quelques initiatives ont été prises, mais sans subvention de l'État, aucune station de ski n'en a financièrement les moyens. L'année prochaine encore, ils seront nombreux à connaître la galère. Il y a 50 ans, très exactement, le 1er mars 54, le Vatican demandait aux prêtres ouvriers d'abandonner leur travail pour se consacrer entièrement à leur vocation religieuse. Aujourd'hui, un demi-siècle plus tard, sur 24 250 prêtres, ils ne sont que 517 à se battre pour préserver leur identité d'hommes d'église et d'ouvriers. Julia Delage et Daniel Lévy ont rencontré l'un d'eux. Depuis 25 ans, Jean-Michel Verstraete a une double vie. La semaine, il conduit des engins sur un chantier d'autoroute, mais parfois le dimanche... Le Seigneur soit avec vous. À 12 ans déjà, il voulait entrer dans l'église. Ordonné en 1979, il a alors choisi de devenir prêtre ouvrier. Pas de paroisse, pas de fidèles, pas d'église, juste la condition ouvrière comme sacerdoce. Un choix de liberté et de conviction pour Jean-Michel, pas toujours bien compris par certains pratiquants. Bon dimanche alors. Merci. Nous, en tant que chrétiens, ça nous fait un petit pincement au cœur, parce qu'on manque tellement de prêtres. Quand les actes disponibles, on ne peut pas être égoïste, hein, il faut de tout. Et justement, pour le curé de cette église qui doit s'occuper seul de 22 paroisses, une petite aide de temps en temps est un don. Moi, je n'ai jamais été prêtre ouvrier, mais d'une autre manière, je crois avoir été présent dans la vie des hommes. 1950, le mouvement des prêtres ouvriers est à son apogée. L'Église et les syndicats ouvriers se rapprochent. Le pape de l'époque, Pie XII, demande alors aux prêtres de choisir leur statut. Une manière de discréditer l'expérience. Aujourd'hui, ils ne sont plus que 517, mais comme Jean-Michel qui dans sa caravane a fait vœu de pauvreté, ils revendiquent tous ce double héritage. Je pense que le communisme nous a appris quelque chose sur tous les militants communistes. Je ne dis pas le communisme comme institution, puisqu'il a chuté, il a avancé. Mais pas mal de militants communistes nous ont réappris à vivre, je pense, l'évangile. Ça, j'en suis sûr. Une sorte d'alliance entre le marteau, la faucille et le goupillon. Depuis 20 ans, Jean-Michel Verstraete travaille dans toutes les régions de France. De chantier en chantier, il propage ses idéaux. Un monde plus solidaire, ici sur Terre, sans attendre le paradis plus tard. Les astronomes voient toujours plus loin. Cette fois, c'est une petite galaxie qui vient d'être découverte par une équipe franco-suisse. Il s'agit de la galaxie la plus éloignée jamais observée dans l'univers. Nathalie Sapena, Nathalie Gallet. Ce qu'on distingue sur cette photo, c'est Abell 1835, la galaxie la plus éloignée jamais découverte à ce jour. La lumière qu'elle émet a mis plus de 13 milliards d'années à parvenir à la Terre, où elle a été observée par une équipe franco-suisse, grâce à ce très grand télescope installé au Chili. Une découverte qui permet de mieux comprendre la jeunesse et même l'enfance de l'univers. On pense de nos jours que l'époque bébé ou les enfants, jusqu'au moment où ils sont adolescents, c'est une époque importante pour les humains, et pour les galaxies c'est pareil. C'est-à-dire que pour les galaxies, il faut aussi comprendre comment elles naissent, comment elles se forment. Car si l'on compare l'âge de l'univers avec celui d'une personne de 75 ans, la galaxie Abell 1835 serait un enfant de 2 ans et demi. Les astrophysiciens se rapprochent du Big Bang, cette immense explosion à l'origine de l'univers il y a 15 milliards d'années. Ont suivi les âges sombres, période de ténèbres de 300 millions d'années, puis la renaissance cosmique et l'apparition des premières étoiles que l'on commence à mieux connaître avec la découverte d'Abell 1835. La galaxie nous indique à quel moment, disons, les premières étoiles se sont formées dans l'univers. C'est-à-dire qu'à partir de quand le gaz qui était dans l'univers s'est refroidi pour former des étoiles et donc des galaxies. La chasse à la galaxie lointaine bat son plein. L'équipe franco-suisse a devancé les Américains qui ont annoncé il y a 2 semaines seulement le précédent record. Des découvertes vertigineuses et un enjeu de taille, déterminer l'âge exact de l'univers. Retour sur Terre, camembert, comté, chèvre, gruyère ou encore roquefort, les Français mangent de plus en plus de fromage. En 1989, un peu plus de 15 kilos étaient consommés par an et par habitant. En 2002, ce sont plus de 24 kilos. Et pour mieux satisfaire les clients, les producteurs vont améliorer l'étiquetage. On y trouvera notamment plus d'informations sur les matières grasses contenues dans le produit. Laurence Decherf, Frédéric Faure. C'est un meuté sur feuille, un chèvre fermier du Poitou-Charentes. 45% de matière grasse. C'est un emmental au lait cru
45% de matière grasse, 12 semaines d'affinage. Le pourcentage de matière grasse dans les fromages n'est pas forcément un souci pour le consommateur. À chacun sa crèmerie. Beaucoup de cœur ou ce qui me plaît, quoi. Même s'il y a 60% de matière grasse, c'est pas grave. J'arrive pas à me raisonner avec une part, donc j'en prends plus avec moins de matière grasse. J'aime quoi, ou j'aime pas. Mais voilà, je regarde pas forcément la matière grasse, non. Mais dans quelques mois, l'affichage va changer. Le taux de matière grasse est calculé aujourd'hui par rapport à la matière sèche, donc sans l'eau. Bientôt, il sera affiché en fonction du poids total du fromage, comme pour tous les autres produits. Cette quantité de matière grasse ne change pas. Les fromages gardent leur identité, gardent leur définition. C'est simplement la façon de l'indiquer sur l'étiquette. Dans le pays d'Auge, en Normandie, on fabrique du camembert d'appellation contrôlée au lait cru selon la tradition. Après le moulage à la louche, le fromage s'affinera une quinzaine de jours pour se recouvrir de sa noble robe blanche. Le calcul a été fait pour le nouvel étiquetage du taux de matière grasse. De 45% sur l'extrait sec, on va passer à 20% sur le poids total. Mais la quantité de matière grasse dans le produit sera strictement la même. Comme pour le camembert, tous les pourcentages affichés vont donc diminuer. Une aubaine pour les producteurs, les consommateurs seront peut-être moins vigilants. Une panthère noire dans le Cantal, non, ce n'est pas une histoire pour endormir les enfants. L'animal, filmé par un amateur, a été montré à un vétérinaire qui l'a quasiment identifié. Des recherches ont même été lancées par la gendarmerie pour retrouver le félin. Stéphanie Davoigneau, Dominique Bonnet. On dirait un lynx. Regarde, ça marche pas comme un chien, ça. Non, c'est pas un chien. Ni lynx, ni chien, mais bien une panthère noire, immortalisée la semaine dernière par le caméscope de Parisiens en vacances. C'est fou, quoi, c'est fou comme histoire. On se balade dans le Cantal où il n'y a personne, où il se passe jamais rien, et on voit une panthère noire, c'est complètement insolite. Puis voir l'ampleur que ça prend. Car depuis, pour des raisons de sécurité, la gendarmerie quadrille la région en voiture, mais aussi en hélicoptère. Peine perdue, la panthère reste introuvable et n'a laissé derrière elle aucun indice. Compte tenu des conditions climatiques qui se sont dégradées depuis mardi, puisque maintenant la neige est tombée en abondance, il est fort difficile de faire une battue, de rechercher l'animal avant d'avoir pu le localiser à nouveau. Selon les vétérinaires, l'animal peut s'adapter au froid et se nourrir du gibier de la montagne. Son arrivée en beau milieu du Cantal reste cependant un mystère. Aucun cirque dans la région depuis des mois, aucune déclaration de perte, à moins qu'il ne s'agisse d'un animal détenu illégalement et abandonné par son propriétaire. Hier soir, le Seigneur des Anneaux a raflé pas moins de 11 prix lors des Oscars qui se déroulaient à Los Angeles. Une cérémonie sans surprise qui a couronné tous les grands favoris. Seuls quelques pics politiques visant George Bush ont pimenté la soirée. Abdel Mostefa. L'acteur Billy Crystal en crooner pour lancer la soirée. Après 2 cérémonies marquées par le 11 septembre et la guerre en Irak, un petit air de légèreté non sans ironie. J'ai présenté les Oscars il y a 13 ans, mais la situation était alors très différente. Le président s'appelait Bush, l'économie allait mal et on venait juste de terminer une guerre avec l'Irak. On reste dans le ton avec l'Oscar du meilleur acteur, Sean Penn, pour son rôle dans le film de Clint Eastwood, Mystic River. S'il y a une chose que les acteurs savent, en dehors du fait qu'il n'y a pas d'armes de destruction massive en Irak, c'est qu'il n'existe pas non plus de meilleur acteur. Fin du stress, retour des paillettes, des mines enjouées et des décolletés comme celui de Charlize Theron. Oscar de la meilleure actrice qui bien sûr n'en croit pas ses jolis yeux. C'est une année incroyable. Je ne peux pas y croire. Ajoutons les 11 Oscars raflés par le Seigneur des Anneaux, Nemo qui dame le pion aux triplettes de Belleville, l'auteur de La Panthère Rose, Black Edwards, Oscar d'honneur, et on pourra afficher comme dans les meilleures réclames, Hollywood a retrouvé sa fraîcheur de vivre. En 5 ans, le duo versaillais Air a réussi à s'imposer. Le dernier album, Talkie-Walkie, connaît un vrai succès. Les 2 musiciens sont actuellement en tournée dans toute l'Europe et à partir du 6 mars prochain, ils donneront quelques concerts en France. Mais c'est à Londres qu'Olivier Lenuzza et Thierry Breton les ont rencontrés. Ils montent sur scène. Un timide salut au public et déjà ils s'effacent derrière leur musique. Ces 2 hommes au flegme tout britannique sont des rescapés. En 1998, une vague techno déferle sur Londres.
La French Touch électrise l'Angleterre, le Japon, les États-Unis. 6 ans après, si beaucoup d'artistes ont disparu, Air a survécu. On était souvent considéré comme un phénomène de mode et on n'était pas apprécié à notre juste valeur et ça c'était assez frustrant. Donc le vrai défi c'est d'arriver à faire de la musique hors mode finalement. Une nouvelle tournée sur leur retard d'adoption. Cette musique m'élève. C'est de l'air frais, l'air des montagnes. La critique est unanime. Le public suit. Un 3e album à peine sorti, déjà disque d'or en Angleterre. En 6 ans de carrière, Air s'est essayé à bien des genres, musique de film, de ballet. Sans cesse, ils ont étudié, arrangé de nouveaux sons en studio. On sort d'un album qui est vraiment un album expérimental, avec des structures de chansons inhabituelles. Et là, on voulait pour cet album faire des chansons plus ou moins normales. Depuis longtemps, leur talent de producteur est reconnu. Ils s'imposent aujourd'hui comme compositeurs. Nicolas Gaudin, Jean-Benoît Dunkel, un duo, un style, un air so Frenchy, au pays de la pop. Et comme chaque lundi, l'image du week-end, c'est cette fois un doublé de Zidane. Son équipe, le Real Madrid, a gagné hier face au Celta Vigo, 4-2. Les 2 autres buts étaient signés Ronaldo et Figo. C'était hier, lors de la 26e journée du championnat espagnol. Le Real Madrid est en tête du classement avec 8 points d'avance. Voilà, je vous laisse à nouveau apprécier les buts et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Tout de suite les prévisions météo avec Nathalie Riouet, 20h55 Opinion publique, Thierry Ardisson, 23h05 le 100e numéro de Mots croisés. Ce soir Arlette Chabot consacrera son émission au procès de Marc Dutroux et au risque des pesticides sur notre santé. 1h le dernier journal vous sera présenté par Ève Mété et on se quitte sur ces images du carnaval de Bâle, un des plus importants en Suisse. Il débutait aujourd'hui et conformément à la tradition, toutes les lumières de la ville ont été éteintes tout à l'heure. Seules étaient visibles les lanternes fabriquées spécialement pour le défilé. Excellente fin de soirée sur France 2. À demain, 20h. Votre soirée sur France 2. Télé-réalité, humoriste, dopage, Ardisson vous livre son opinion publique. Procès Dutroux, puis insecticides et pollution, 2 débats d'Arlette Chabot. Enfin, Ève Ruggieri vous confie les clés des dernières nouveautés musicales. France 2. Opinion publique, mots croisés et musiques au cœur, ce soir sur France 2.